Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'attentat de la rue Copernic va connaître son épilogue judiciaire. Enfin, diront les parties civiles et proches des victimes. Il est 18h35 ce 3 octobre 1980. Une bombe de 10 kilos placée à l'arrière d'une moto garée devant une synagogue explose. La déflagration fait 4 morts. L'attaque avait suscité une vive émotion et une grande inquiétude palpable à travers les mots du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet. Je supplie la communauté de considérer qu'en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur réagit comme s'il était un jeune Israélite. Mais je supplie ces jeunes Israélites de ne pas provoquer l'escalade. Ils peuvent être assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre sans pitié les lâches agresseurs qui ont fait plusieurs morts pour la première fois dans Paris. Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Raymond Barre. À l'époque, les policiers, le caractère antisémite de l'attaque ne fait aucun doute. L'enquête va se perdre en conjectures et suivre plusieurs pistes. 43 ans plus tard, elle aboutit donc enfin à un procès, mais sans accusé. Le suspect Hassan Diab s'est réfugié au Canada, Thibaut Hu. Oui, 4 décennies de procédures judiciaires qui n'en finissent plus et une enquête qui a longtemps tourné en rond. D'abord, une première piste a très vite été remontée, celle de l'acheteur de la moto derrière laquelle était chargée la bombe. Fausse route. Ensuite, les enquêteurs se sont enlisés avec l'hypothèse d'une attaque venant de l'extrême droite après la revendication d'un groupuscule néo-nazi. Mais rebondissement dans l'affaire, 1 an plus tard, en 1981, avec un nouvel attentat à la bombe devant une synagogue à Anvers en Belgique, revendiqué par un groupe terroriste palestinien. Le juge d'instruction y voit un lien. Et 18 ans plus tard, les services de renseignement identifie le présumé coupable Hassan Diab, un étudiant libanais résidant au Canada. Il aurait appartenu à une branche dissidente du Front populaire de libération de la Palestine. S'ensuit alors une longue procédure d'extradition. Il est emprisonné fin 2014 en France et relâché 3 ans plus tard, faute de preuves. Décision contestée par le parquet général et les parties civiles. Il justifie le renvoi d'Hassan Diab devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès va donc débuter aujourd'hui, mais sans l'accusé, retourné au Canada. Verdict prévu le 21 avril prochain. Thibaut Hu, au moins 3 morts à Marseille cette nuit après une série de fusillades dans 2 quartiers du nord de la ville. Pronostic vital engagé pour 3 autres personnes. Affaire probablement liée au trafic de drogue. Précision dans le journal de 7h30 de Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans la région. À Nice, l'image de ces jeunes visages masqués, déambulants, pistolets et kalachnikov à la main dans le quartier des Moulins fait réagir Éric Ciotti. La vidéo est tournée par un riverain et diffusée sur Twitter. Le président LR demande au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'engager tous les moyens pour reconquérir le quartier. Et puis c'est une volonté présidentielle, répartir les migrants sur tout le territoire plutôt que de les concentrer autour des métropoles, en particulier en région parisienne. La mesure provoque la colère des habitants et de certains maires, d'autant que, et c'est une information Europe 1, les structures d'accueil sont parfois déjà saturées. La loi Asile et Immigration devait en fixer les modalités, mais son examen a été repoussé. En attendant, donc, le gouvernement cherche la parade pour héberger les migrants en dehors de la région parisienne. Le ministère de l'Intérieur va ouvrir 500 places supplémentaires dans 10 régions. Et c'est une information Europe 1, William Molinier. Dans les Côtes-d'Armor, par exemple, le dispositif d'accueil est déjà quasi saturé. Au 1er mars, sur les 772 places du département réservées à l'hébergement des migrants, une seule n'était pas occupée. Selon les chiffres collectés par Europe 1, les Côtes-d'Armor se retrouvent aujourd'hui dans une situation critique. 50 nouvelles places sont prévues dans les semaines à venir, mais les arrêtés de création peinent à sortir. Même constat sur les mineurs non accompagnés. 230 migrants isolés sont pris en charge par le conseil départemental. 93% d'entre eux sont des hommes. Ces derniers mois, ils venaient principalement d'Égypte. Dans une récente note policière, il est indiqué que le système d'hébergement est actuellement à quasi-saturation dans ce département. Résultat, plusieurs groupes de mineurs sans papier zonent dans les centres des villes. En parallèle, des phénomènes de délinquance d'appropriation émergent au niveau local, mais aussi départemental. Selon un bilan qu'Europe 1 s'est procuré, les atteintes aux biens ont progressé de 25% dans les Côtes-d'Armor l'année dernière, plus 27% pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique. William Molinier. Une lamentable combine politicienne. Commentaire acide de Jean-Luc Mélenchon après la nette défaite de Bénédicte Taurine au second tour de la législative partielle de l'Ariège. La candidate soutenue par la NUPES a été largement devancée par la dissidente socialiste Martine Froger, élue avec 60% des voix. Alexandre Chauveau, cette élection creuse un peu plus le fossé entre partisans et détracteurs de l'Alliance des gauches.
Oui, avec d'un côté les partisans de la dissidente victorieuse Martine Froger, on y retrouve Carole Delga, Anne Hidalgo ou Bernard Cazeneuve, tous opposés à la NUPES. C'est une victoire de la gauche réelle et républicaine face aux dérives populistes de l'extrême gauche, réagit la nouvelle élue sur Twitter. Une victoire en forme de lourd désaveu pour Olivier Faure, patron du PS et artisan depuis le départ de l'Alliance des gauches. Il avait d'ailleurs apporté son soutien à l'insoumise Bénédicte Taurine. La défaite est amère dans les rangs LFI, car Martine Froger a bénéficié du soutien de Renaissance et des partis de droite au second tour. Manuel Bompard dénonce ainsi l'alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche, quand Jean-Luc Mélenchon déplore, je cite, une lamentable combine politicienne. La question de la place de Martine Froger à l'Assemblée divise également. Valérie Rabault plaide pour l'intégrer au sein du groupe socialiste, contre l'avis du président du groupe, Olivier Faure. Le patron du PS doit enfin faire face à la dissidence insistante de son numéro 2, le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Paris dit non aux trottinettes en libre service. Les Parisiens ont voté à 89% pour leur interdiction. Ce sera chose faite le 1er septembre, promet la maire Anne Hidalgo. Scrutin marqué par une abstention record, moins de 8% de participation. Et à Bordeaux, la mairie continue d'évaluer les dégâts après les dérapages en marge des manifestations contre la réforme des retraites il y a 15 jours. Pas loin d'1 million d'euros pour remettre en état la faculté de Bordeaux dans un bien triste état après 10 jours d'occupation. Quant à la porte de la mairie dont l'incendie avait été largement relayé, l'évaluation est en cours. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Franchement, c'est triste. C'est pas tellement le prix, c'est le fait qu'on défasse une œuvre d'art. C'est une véritable catastrophe. Des passants dépités devant cette immense porte, noircie comme un toast géant que l'on aurait oublié dans un grille-pain. C'est la face sculptée la plus belle, donnant sur la place Péberlan, qui est malheureusement la plus touchée, sur environ 2 cm de profondeur. Heureusement, les gonds et les scellements ont tenu. Florie Allard, conservatrice des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles. Le feu est monté très vite à des hautes températures. Alors on regarde effectivement ce qui a été touché, donc c'est le bois de la menuiserie, c'est aussi la pierre qui l'encadrait tout autour. Est-ce qu'on peut par exemple consolider en l'état cette porte? Est-ce qu'on doit en récupérer partiellement des éléments, mais pas tous? Est-ce qu'on doit refaire en totalité une porte? Ou alors peut-être laisser libre cours à un autre projet? Qui va payer? La mairie est assurée pour ces dommages et donc ce sera l'assurance qui prendra en charge, j'imagine, les dégâts. Trop tôt donc pour donner un montant, il est en cours d'évaluation, mais le coût sera nécessairement élevé au regard des dégâts, reconnaît la direction régionale des affaires culturelles. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Et le football, rien ne va plus haut. Paris Saint-Germain encore battu hier soir. Eh oui, défaite 1-0 à domicile face à Lyon. L'entraîneur lyonnais et ancien coach parisien Laurent Blanc livre son diagnostic sur la situation de son ancien club. Je connais un peu les lieux, le club, etc. Le problème de Paris, c'est que quand l'objectif numéro 1 n'est plus accessible, on dirait que la saison n'existe plus, quoi. À tous les niveaux. Il faut être conscient que la saison n'est pas finie et qu'il faut remotiver tout le monde. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. À la parole de connaisseur, oui. L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc au micro de Cédric Chasseur. Ah oui, que n'a-t-il été critiqué au moment de son départ, alors que finalement, c'est le plus beau palmarès en tant qu'entraîneur au Paris Saint-Germain depuis 10 ans, Laurent Blanc. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09, très bon début de journée avec Europe 1 à suivre l'édicto éco. Oui, ça rappelle un peu Sainte-Soline, heureusement pas dans le même degré de violence, mais samedi à Crolles, en Isère, des manifestants ont défilé contre le projet d'extension d'une usine de puces électroniques accusée d'accaparer la ressource en eau. Nicolas Bouzou à 7h20, ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 matin, le journaliste Clément Weil-Rénal, pour son livre sur l'attentat de la rue Copernic. Le procès s'ouvre aujourd'hui. À tout de suite. 7h09.